Amis des mystères anciens, bonjour. Aujourd'hui, c'est vidéo détente culturelle avec bien sûr des traces d'anciens bâtisseurs. Je vous emmène faire une promenade au Pérou, visiter un lieu qui a été choisi par les internautes de l'an 2000 comme une des 7 nouvelles merveilles du monde. Dans une récente vidéo, je vous emmenais visiter la forteresse d'Ollantaytambo. Aujourd'hui, on va juste un peu plus loin dans la vallée de l'Inca, direction Aguascalientes et le Machu Picchu. Le Machu Picchu a été officiellement découvert par l'explorateur américain Hiram Bingham. En fait, il n'est pas le premier découvreur. Au XVIIIe siècle, les aventuriers à la recherche de l'or caché des Incas y étaient déjà discrètement passés avant lui. Le professeur d'histoire Hiram Bingham, qui a inspiré l'Indiana Jones de George Lucas, était à la recherche des cités où s'étaient réfugiés les derniers Incas résistant aux conquistadors espagnols. Partant d'Ollantaytambo, il part à la recherche de Vilcabamba, qui aurait été leur dernière capitale. Après un long périple, de nombreux va-et-vient dans les montagnes et les jungles péruviennes, il arrive à Aguascalientes, où vivent 3 familles isolées. On lui parle de ruines proches, perdues dans la montagne, et on se propose de l'y conduire. C'est ainsi que, le 24 juillet 1911, Hiram Bingham découvre les ruines de Machu Picchu. La découverte est jugée d'importance et fait la une de la revue nationale géographique en 1913. Depuis, le site du Machu Picchu est devenu tellement populaire que le nombre maximum de visiteurs quotidiens a été limité à 5000 et que la moyenne est de 4500. Il est ouvert tous les jours, bien qu'une partie ne soit accessible au public qu'en haute saison. C'est un site fragile et certains endroits sont maintenant fermés au public ou en accès restreint. Le Machu Picchu est une sorte de bout du monde, à une altitude de 2430 mètres, avec un seul accès possible. Ollantaytambo est le point de départ, mais il n'y a pas de route pour aller à Aguascalientes. Soit on y va à pied, un trek de 4 jours avec guide obligatoire, ici en orange, soit 1h30 de train. Le train longe le rio Urubamba jusqu'à Aguascalientes, dans une vallée encaissée au milieu de la jungle de la cordillère des Andes. Dépaysement garanti. Juste quelques petits arrêts dans les endroits perdus pour déposer ou prendre quelques trekkers. Depuis Hiram Bingham, la ville d'Aguascalientes s'est développée pour accueillir les nombreux visiteurs. Hôtels, restaurants, magasins de souvenirs, animations musicales sur la place centrale. On peut y acheter son ticket d'entrée pour le Machu Picchu, surtout en basse saison. Mais il est plus sûr et plus simple de l'acheter sur Internet quelques mois à l'avance. À partir d'Aguascalientes, il y a 2 moyens d'accéder au Machu Picchu. Le sentier pédestre pour les plus courageux ou la navette d'autobus. Sur le site, on a le choix entre différents circuits de visite plus ou moins longs. Chacun est balisé et on ne peut pas revenir en arrière. J'y suis allé en mai 2024 et le mois suivant, pour la haute saison, les circuits ont été en partie modifiés. La visite commence par un cheminement vers les hauteurs surplombant la cité. Les lamas, tondeurs de gazon, accomplissent leur travail nourricier, impassibles à notre présence. Le chemin nous conduit à la terrasse la plus haute et l'émerveillement commence. Le village perdu au contrefort de la cordillère des Andes est l'objet de tous les regards. Dans le fond de la vallée, le rio Urubamba contourne le joyau. Évidemment, tout le monde se prend en photo devant la merveille. « Coucou, c'est moi, perché sur mon nuage péruvien !» On resterait là des heures, mais au bout d'un moment, on se dit quand même qu'il serait temps d'y aller. Alors, on commence à descendre des terrasses et on s'approche de la cité. Après avoir descendu quelques niveaux de terrasse, on aperçoit la porte d'entrée du haut de la cité. Plus on s'approche, plus on commence à percevoir les 2 styles de construction que nous avons déjà vus à Ollantaytambo. Style que l'on distingue plus nettement de l'autre côté de la porte. Les gros blocs mégalithiques des anciens bâtisseurs, parfaitement taillés et jointés sans besoin de mortier, et les plus petits blocs, moins bien taillés, posés par les Incas, toujours sans joint de mortier. Et toujours ces fantastiques points de vue sur les montagnes verdoyantes. Ce mur n'est pas mégalithique, et les assemblages sont imparfaits. Ce serait donc un mur Inca. Par contre, il est d'une qualité nettement supérieure au mur qu'on a vu précédemment à côté de la porte. Les pierres sont plus grosses et mieux taillées, ce qui permet d'envisager l'hypothèse que le Machu Picchu aurait été un lieu de résidence pour l'élite Inca, une cité de luxe que les envahisseurs espagnols n'ont jamais découvert. Mais voyons voir derrière ce mur.
Nous avons maintenant changé d'espace-temps. Un saut en arrière chez les anciens bâtisseurs. Peu importe l'utilité première de cette construction, elle a inévitablement été baptisée temple par les archéologues. Ici, le temple central. Le mur de gauche présente des traces de coupe pouvant faire penser aux scoop marks de la carrière d'Assouan. Évidemment, ces découpes ne résultent pas d'un travail manuel, mais d'une technologie plus sophistiquée. Nous sommes sur de la pierre dure, du granit. En regardant bien, on s'aperçoit que la base du mur est composée de 2 énormes blocs séparés par une bande de 3 blocs de beaucoup plus petite taille. Les 2 gros blocs sont ancrés dans le sol et leur base est plus large. Il semblerait qu'ils soient directement taillés dans la roche-mère. N'oublions pas que nous sommes sur un sommet montagneux et qu'il serait très étonnant que ce sol soit naturellement d'une telle planéité. D'importantes quantités de roches granitiques ont donc dû être taillées pour cet aplanissement. Il suffisait alors de laisser en place les parties constituant ces blocs, ce qui offre l'avantage de les empêcher de basculer en cas de séisme et de rendre plus résistant l'ensemble de la construction. Les séismes sont assez courants au Pérou, surtout au Machu Picchu qui se situe entre 2 lignes de faille. Le mur du fond comporte un très gros bloc à sa base. On ne le distingue pas bien sur la photo, mais il déborde vers l'avant par rapport aux plus petits blocs qui sont posés dessus. On distingue mieux cette avancée sur les 2 pierres posées de chaque côté. Ça peut faire penser à un autel, surtout avec la pierre plate devant, qui jouerait alors le rôle d'estrade pour l'officiant. On distingue 2 protubérances typiques des anciens bâtisseurs. Ce mur a visiblement été ébranlé par un ou plusieurs séismes. Il a bougé, mais ne s'est pas effondré. Comme celui de gauche, le mur de droite repose sur 2 énormes blocs dont on peut aussi se demander s'ils ne sont pas taillés directement dans la roche-mère, ce que l'on semble percevoir un peu mieux de l'autre côté. Derrière cette construction se trouve ce qu'on appelle la pyramide, qu'on distingue mieux sur cette photo. Elle est visitable, mais d'accès limité. Elle est ouverte en début de matinée, et quand nous sommes arrivés vers 11 h, elle était déjà fermée. La prochaine fois, nous ne traînerons pas sur les terrasses et nous essaierons d'arriver ici plus tôt. Il y a 2 minutes, je parlais de planéité du terrain, et je me rends compte en faisant cette vidéo d'une chose que je n'avais pas bien perçue sur place. Au pied de cette pyramide, en fait au centre de la cité, il y a un grand espace complètement plat. Une telle esplanade au milieu des montagnes est surprenante, et n'a apparemment rien de naturel. Elle a manifestement été aménagée. Pour ce faire, ce sont d'importantes quantités de matière qu'il a fallu enlever. Pas de la simple terre, comme on en trouve dans les vallées, mais du granit solide. Granit qui aurait pu être alors utilisé pour bâtir les constructions. Ce travail d'aplanissement du sol n'a d'évidence pas été accompli par les Incas, qui ne connaissaient même pas le faire. Même de nos jours, ce sera un très gros travail qui nécessiterait l'utilisation d'explosifs et d'engins de chantier performants dont je ne vois pas bien comment, à part l'hélicoptère, on pourrait les amener sur place, faute d'un chemin suffisamment large et capable de supporter le passage de lourds engins. En haut de la pyramide se trouve le mystérieux Intihuatana, structure monolithique taillée dans la roche granitique et orientée selon les points cardinaux. Que symbolisait-il ? Mystère. 2 minutes de pause devant cette construction Inca, construction de luxe avec des pierres relativement bien taillées et ajustées, et toujours sans mortier. Juste à côté de nous, le temple, aux 3 fenêtres, extraordinaire structure mégalithique dont malheureusement nous ne pouvons pas plus nous approcher. On ne peut alors qu'imaginer le fabuleux point de vue sur les terrasses et les montagnes couvertes de jungle dont pouvaient jouir les anciens bâtisseurs et les Incas qui leur ont succédé. Ce mur de côté repose sur une base mégalithique. Sa partie supérieure a été soigneusement restaurée par les Incas avec leurs plus petits blocs. On retrouve ici le même type d'architecture qu'à Ollantaytambo, une composition de blocs entremêlés, dont certains avec de multiples angles. Ce bloc a 8 angles. Celui-ci en a 11. Le mur de droite est une véritable œuvre d'art à lui tout seul. Ces protubérances, dont on ne sait l'exacte raison d'être, ont pour effet d'accentuer sa dimension esthétique. Peut-être est-ce tout simplement là leur véritable utilité. On peut remarquer les curieuses traces de découpe de la pierre, proches des scoop marks déjà observées dans la carrière d'Assouan et présentes dans bien d'autres constructions mégalithiques. Le chemin balisé nous conduit maintenant au niveau inférieur. On longe un mur, et puis en me retournant pour prendre cette photo, je m'aperçois que j'ai raté des choses. Le temple aux 3 fenêtres vues d'en dessous. Revenons donc un peu en arrière. Puis prenons un peu de recul pour voir la façade du temple en entier. On retrouve ici la maîtrise des anciens bâtisseurs dans la découpe complexe et l'assemblage de blocs de granit. Les plus gros dépassent les 10 tonnes, et leur mise en place a dû nécessiter des instruments de levage performants. Juste à côté, une autre construction mégalithique que j'ai pareillement zappée lors de la visite, construite avec des blocs de granit dont certains pèsent plusieurs dizaines de tonnes. Voyez celui-ci à la base, ainsi que ses voisins. À quoi pouvait bien servir une telle construction, une telle masse de granit ?
C'est une question qu'on s'est déjà posée en Égypte, au temple de Luxor, dans la chambre principale de la Grande Pyramide, et qu'on n'a pas fini de se poser au fil de nos visites. Pourquoi de telles masses de granit rassemblées? Je vois dans les commentaires de mes vidéos beaucoup de gens qui attendent des réponses. Quand on aura rassemblé suffisamment d'éléments, les hypothèses de réponse viendront. Ce chemin, surplombé de murs de terrasse mi-mégalithiques, mi-inca, nous mène à l'esplanade où œuvre un classique lama tondeur de pelouse. On distingue de l'autre côté des bâtiments de petites pierres, typiquement inca. Nous arrivons sur un espace plat où se dressent deux constructions restaurées dans le style inca rural. Murs de pierre grossièrement taillés, jointés de mortiers de boue séchée et toits de chaume. Puis cette étrange pierre, dressée par les Incas ou avant eux, a-t-elle été sculptée ou trouvée ainsi? On ne distingue pas de marque d'outils. A-t-elle une fonction utilitaire, cultuelle, symbolique ou seulement esthétique? Nous avons contourné l'esplanade et le chemin nous conduit maintenant vers le bas des terrasses, direction le temple du Condor. Mais avant cette descente, je ferai une petite pause pour parler un peu de la chaîne. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je pars quelque temps en Égypte. J'essayerai d'envoyer quelques photos sur la page Facebook de Mystérieux Anciens Bâtisseurs. La prochaine vidéo sortira donc fin novembre et sera consacrée au Sphinx de Gizeh et au mystère qui l'accompagne, avec en premier lieu celui de sa datation. Les vidéos suivantes sortiront un peu plus des sentiers battus du narratif égyptologique et risquent de ne pas plaire du tout à ceux qui les suivent religieusement. Si, contrairement à ce qu'a dit Maître Gims, les Égyptiens ne connaissaient pas l'électricité, ce ne semble pas être le cas des anciens bâtisseurs qui les ont précédés, ce que nous essaierons de voir plus en détail, à l'aide de la théorie de Christopher Dunn sur la Grande Pyramide et à partir d'observations sur le terrain. Je vous remercie tous pour la motivation et la force que vous m'apportez. Je lis tous vos commentaires, même si je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions. Sur ce, continuons cette descente dans ce sublime site unique au monde, avec quelques vues sur des constructions, des paysages qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent, des chemins qui partent. Ici, on doit être dans le secteur où ont été trouvées des tombes. Bizarrement, sur 170 squelettes, 150 étaient féminins. Et puis, au détour de l'escalier de pierre, le temple du Condor, majestueux, aux ailes taillées dans le granit et surmontées de petits blocs incas. Difficile de le prendre intégralement en photo par manque de possibilité de recul. Cherchez bien, vous verrez peut-être l'intrus. Pas facile, hein. Ici on le voit mieux, surtout si je grossis. C'est une viscache des montagnes, de la famille des chinchillas. Les chinchillas ont été décimés pour leur fourrure, ils sont devenus rares, tout comme les viscaches. De nos jours, les survivants sont protégés et les chinchillas survivent surtout en tant qu'animaux de compagnie. La descente continue, on se sent maintenant tout petit en bas des terrasses qui nous surplombent. Un petit panoramique s'impose pour bien voir l'étendue de l'ancienne cité. Cette partie se compose de lieux d'habitation d'un cas ordinaire, moins luxueuses que celles situées de l'autre côté de l'esplanade, ainsi que de terrasses bien exposées où l'on pouvait faire jusqu'à 3 récoltes de maïs dans l'année. Il reste toutefois un ancien temple qui mérite plus d'attention. Peut-être que certains l'ont remarqué lors du panoramique. Le temple du soleil, il en fallait bien au Machu Picchu. Bien que normalement interdit à la visite, ce qu'on peut tout à fait comprendre, on aperçoit quelques VIP protégés qui ne semblent pas concernés par cette interdiction. Contentons-nous donc de quelques photos repiquées sur le web. 2 constructions mégalithiques, une de forme carrée à droite, visiblement restaurée par les Incas, et une de forme circulaire. On peut remarquer l'épaisseur des murs qui peut paraître disproportionnée par rapport à la taille des bâtiments, ainsi que la masse rocheuse qu'entoure les murs du temple. Le circuit se dirige maintenant vers la porte d'entrée et nous allons bientôt rejoindre la navette qui nous ramènera à Aguascalientes. Direction la gare et le retour vers Ollantaytambo. J'espère que la visite de ce site incroyable vous aura plu. Je vous retrouve donc fin novembre pour une vidéo sur le Sphinx de Gizeh. Je suis Michel Lasserre, chercheur indépendant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche en dessous de la vidéo si vous voulez que YouTube vous prévienne de la sortie de la prochaine. À bientôt!